Europe 1. Le journal de 6h présenté par Charles Lhuillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le calme semble être revenu au Royaume-Uni. Quasiment rien à signaler côté violence, et cela pour la deuxième nuit consécutive. Ce n'est pas pour autant que les tensions sont retombées. Un membre du Parti travailliste vient d'être placé en garde à vue. Il a appelé, je cite, à trancher la gorge des anti-immigrations. Signe que ce calme est précaire sur place et que deux camps s'affrontent au Royaume désuni, comme on pourrait l'appeler désormais. C'est ce qu'a constaté Geoffrey Branger. L'envoyé spécial d'Europe 1 s'est rendu dans la ville très cosmopolite de Leicester. Reportage. C'est une ville typique du centre de l'Angleterre, composée de petits immeubles de briques rouges, 400 000 habitants, dont 2 tiers sont d'origine étrangère. C'est ce que critiquent les manifestants anti-migrants comme Adam, 62 ans, qui vit à Leicester depuis toujours. Je vois beaucoup de gens arriver par bateau. Je vois ces milliers et centaines de milliers de personnes hébergées, nourries. Nous payons beaucoup pour tous ces étrangers. Je veux dire, cette attaque au couteau au Southport, c'est juste une conséquence de tout ça. En milieu de semaine, une importante manifestation antiraciste a rassemblé plusieurs centaines de personnes dans le centre-ville. Qui y était? Elle est membre d'une association de défense des migrants. Nous avons depuis plus de 10 ans des partis politiques qui utilisent l'immigration pour diviser la population. Donc je ne suis pas surprise, mais en même temps, je suis tout de même choquée de voir qu'autant de personnes ont rejoint leur rang. Ces émeutes contre l'immigration, vous savez, c'est une chose de participer à une manifestation, c'en est une autre de s'organiser et d'aller commettre des violences, un masque sur la tête. Dans cette ville, comme dans une grande partie du Royaume-Uni, ces deux mondes sont de plus en plus difficiles à réconcilier. À Leicester, des violences ethniques ont lieu régulièrement depuis plus de 2 ans. Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni. Aux États-Unis, 3 débats Kamala Harris-Donald Trump auront lieu en septembre prochain. Annonce faite par Donald Trump lui-même depuis la Floride lors d'une conférence de presse, la première depuis que Kamala Harris a remplacé Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Donald Trump veut ainsi changer la dynamique de campagne, plutôt favorable à son adversaire Aviva Fried. Oui, pendant plus d'1 heure, Donald Trump a répondu aux questions des journalistes en s'embarquant dans des diatribes souvent confuses. Il est apparu très vindicatif, notamment en lançant de nombreuses attaques personnelles contre sa rivale. Elle ne donne pas d'interview, elle est à peine compétente. Elle ne fait pas de conférence de presse. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas comment faire. Elle n'est pas assez intelligente. Désolé, mais nous avons besoin de gens intelligents pour diriger ce pays. L'ancien président a tenu à peu de choses près son discours habituel sur l'élection volée, estimant que lui seul pouvait maintenir la paix dans le monde et protéger les États-Unis, tandis que Kamala Harris n'apporterait que le chaos et la destruction. Mais il n'a pas apprécié qu'un journaliste lui fasse remarquer que la vice-présidente suscitait l'enthousiasme lors de ses meetings de campagne. Non, mais lâchez-moi. J'avais 107 000 personnes dans le New Jersey. Vous n'en avez pas parlé. La presse est malhonnête. Cette conférence de presse laisse un peu perplexe. L'impression qui en ressort, c'est celle d'un Donald Trump aux abois qui va devoir soigneusement recalibrer son message pour relancer sa campagne. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Europe 1, il est 6h04. Retour en France, les recherches pour localiser Lina ne reprendront pas aujourd'hui. 7 jours de fouilles dans les Vosges, puis en Franche-Comté, qui n'ont rien donné. Pour rappel, Lina, 15 ans, disparu depuis presque 1 an, reste introuvable. Le principal suspect s'est pendu dans le Doubs le mois dernier. La politique maintenant et la trêve olympique voulue par Emmanuel Macron semblent parfaitement respectées. Ne nous y trompons pas, cette trêve se terminera dès dimanche soir après la cérémonie de clôture des JO. Un ultime conseil des ministres pourrait être convoqué dès lundi avec, autour de la table, un gouvernement démissionnaire. Certains ministres se sont d'ailleurs déjà mis au vert lorsque d'autres restent mobilisés à Paris sur les Jeux. Contexte politique inédit, Alexandre Chauveau, et donc des vacances assez particulières cette année pour le gouvernement. Oui, les ministres les moins concernés par les JO sont pour la plupart déjà partis en vacances, en général à moins de 2 heures de Paris pour pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas de besoin. Stéphane Séjourné et Roland Lescure ont ainsi trouvé refuge dans le Pays Basque. À l'inverse, les membres du gouvernement impliqués sur les Jeux devront patienter encore quelques jours. C'est le cas évidemment de Gérald Darmanin, encore sur le terrain pour soutenir les forces de l'ordre, mais aussi d'Amélie Oudéa-Castéra ou de Gabriel Attal, très en vue sur les différents sites olympiques. Tous partiront la semaine prochaine
prochaine en vacances. En Corse pour Gabriel Attal, Catherine Vautrin ou Prisca Thévenot. Dans le Var pour Amélie Oudéa-Castéra. En Dordogne pour la ministre des Outre-mer Marie Guévenoux. Une mise au vert avec en ligne de mire la rentrée parlementaire pour ceux qui ont été élus députés début juillet. Pour les autres, ils sont 18. Ce sera le début d'une nouvelle page. Bruno Le Maire, par exemple, quittera Bercy après 7 ans au ministère de l'économie. La nomination du futur Premier ministre est toujours attendue au cours de la deuxième quinzaine d'août. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors il en parlait là justement Alexandre des Jeux Olympiques. Eh bien ouvrons la page avec ces 3 nouvelles médailles hier pour la France. Oui, 54 récompenses au total. La délégation française maintient donc sa 4e place derrière les États-Unis, la Chine et l'Australie. 3 nouvelles médailles donc pour nos tricolores, vous le disiez Lionel. L'or pour Benjamin Thomas en cyclisme sur piste, l'argent pour Lauriane Nolo en kite, l'argent aussi pour Bilal Benama en boxe poids mouche. Côté sport collectif, satisfaction pour nos handballeuses qualifiées en finale. Et puis, comment ne pas mentionner ce nouvel exploit pour nos basketteurs? Ils ont sorti l'Allemagne et disputeront eux aussi la finale. La 2e d'affilée, Antoine Bienvaux. Oui, après la victoire face au Canada en quart de finale, le rêve olympique continue pour les basketteurs français. Portés par une Arena Paris-Bercy en délire, les Bleus ont bataillé jusqu'au bout pour battre des Allemands champions du monde en titre qui leur avaient infligé une sévère défaite la semaine dernière en phase de poule. Une revanche donc et une libération pour Isaiah Cordigné, auteur de 16 points au micro de France Télévisions à la fin du match. C'est une victoire d'équipe encore une fois. On montre aujourd'hui que quand on joue comme ça, on regarde tout le monde les yeux dans les yeux. Et il reste encore un match et on sera prêt. Ce public, il est fantastique et on va tout donner jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Prochaine et dernière étape demain soir face à l'ogre américain avec pourquoi pas au bout une médaille d'or olympique. Un titre que viseront aussi les handballeuses françaises après leur victoire dans la douleur face à la Suède hier en demi-finale 31-28. Menées au score pendant tout le match, les Bleus ont finalement arraché leur qualification en prolongation. Les championnes olympiques de Tokyo tenteront ainsi de conserver leur titre en finale samedi face à la Norvège. Et parmi nos grands espoirs de médaille d'or, il y aura le football aujourd'hui. France-Espagne, comme un air de déjà-vu. Finale à 18h au Parc des Princes. Alors cette semaine, la rédaction d'Europe 1 part à la rencontre des supporters des Jeux Olympiques. On poursuit notre série avec aujourd'hui les supporters brésiliens. Oui, alors une 18e place au classement général des médailles pour les Brésiliens. Donc peut mieux faire. Eux, leur discipline de prédilection, outre le football, c'est la fête, tout simplement. Yoann Badek s'est rendu à Casa-Brasil, leur QG reportage. Recouvert de vert et de jaune jusque sur son tambour, Rogério voit la vie en rose depuis 2 semaines. Fervent supporter du Brésil, il assiste à toutes les Coupes du Monde de foot avec son groupe de samba depuis 20 ans, mais il est impressionné par les Jeux. Pour moi, tout est merveilleux. La fête, l'accueil, les monuments, les Jeux. Le Brésil aussi est merveilleux. Il est bien présent dans la compétition. Le peuple brésilien est très vivant, très heureux. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de samba. Malgré le soutien très vocal des supporters devant l'écran géant, le Brésil vient de perdre un set de volleyball. Mais Eduardo, installé en France depuis 6 mois, reste philosophe. C'est difficile quand on ne gagne pas, mais au moins en faisant des fêtes, on est les meilleurs. Ça fait plaisir de voir beaucoup de Brésiliens, de faire la fête, de sentir un peu de la culture brésilienne ici. Il y a la fête, il y a la bière. C'est presque le Brésil là. Fin du match, le Brésil est éliminé. Les supporters sont déçus, mais très vite la musique reprend. Personne ici ne veut manquer la fête. Yoann Badek, qui a passé un bon moment, visiblement. Alors, au rayon des satisfactions de ces Jeux Olympiques, il y a aussi, on le disait, la sécurité assurée. Oui, pas d'incident majeur à signaler. Il est vrai que la préfecture de police de Paris a fait appel à 30 pays qui viennent apporter leur aide pour sécuriser les lieux de compétition. La Lituanie, les Pays-Bas, l'Inde, l'Espagne, le Qatar et les États-Unis. Les États-Unis qui ont envoyé 2 représentants de la police de Los Angeles et 4 de New York. Alors c'est vrai que dans la rue, ça ne passe pas inaperçu. Il est vrai que leur uniforme ferait penser qu'ils sortent tout droit d'une série télé, mais non, c'est bel et bien la réalité. Maxime Gondelot a pu les suivre. 6h30, début de journée à la porte de Versailles. Les agents Baron et Vélez, tout droit venus de New York, son maître chien, accompagné de son berger belge, Nick Vélez, fait le tour du véhicule à la recherche d'explosifs. Il cherche des explosifs maintenant. Il travaille tout seul. Hop. Bon, il a fait le tour. Le véhicule est sécurisé, aucun explosif, c'est bon. Moins de 2 minutes ont suffi pour lever tout soupçon sur cette voiture. Déminée et patrouillée, voilà leur mission. Et lorsqu'ils déambulent, c'est leur uniforme qui fascine le détective Nick Vélez.
Tout le monde veut prendre une photo avec nous. Ils veulent tous voir des policiers new-yorkais. Les Français sont très accueillants. Je suis policier depuis 21 ans et je n'ai jamais vécu ça. Ils nous font passer pour des rockstars. Je ne l'oublierai jamais. Écusson, casquette, gilet pare-balles floqué au dos, toute la panoplie est là. Léa a 7 ans, elle est en balade avec ses parents quand elle les croise. C'est différent de ceux de France, c'est drôle. Enfin, l'uniforme et les initiales derrière, c'est amusant de les voir à Paris parce que si c'était à un autre moment, il n'y aurait pas des policiers américains à Paris. Avant eux, 2 policiers de Los Angeles étaient en patrouille à Paris. Une mission pour eux, préparer les Jeux en Californie dans 4 ans. Maxime Gondelot. La Nuit des Étoiles maintenant, c'est la 34e édition déjà, et ça commence ce soir dans toute la France pour tout le week-end. 550 manifestations au total, avec l'Observatoire, entre autres, des baronnies provençales dans les Hautes-Alpes, avec Anaïl Wunsch. L'astrophysicien nous promet une édition 2024 exceptionnelle. Les Perséides, c'est un des nuages les plus denses en poussière et qui va traverser notre atmosphère. Donc, aux alentours du 10 août, on risque d'avoir entre 50 et 100 étoiles filantes à l'heure. C'est plus d'une étoile filante par minute. Pour ces nuits des étoiles, on aura la Lune dans la soirée. Et puis, en attendant un tout petit peu, on aura Saturne. Et puis, on pourra voir également des milliers d'étoiles à l'œil nu, je l'espère, des nébuleuses, évidemment, donc des nuages de gaz et de poussière entre les étoiles, ou encore des amas d'étoiles et des galaxies, ça c'est sûr. Et il y en a des diversités assez impressionnantes. Plus vous êtes restreint par la pollution lumineuse, et moins vous verrez de choses. Donc, on conseille souvent de s'écarter des villes et puis d'aller voir les observatoires et les associations en France. Des propos recueillis par Stéphane Burgat. À propos de cette nuit des étoiles, on en reparlera dans le détail tout à l'heure à 7h40 avec notre invité Olivier Las-Vernias, président de l'Association française d'astronomie. Merci Charles Huillier, à tout à l'heure.